Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune, lundi 29 septembre 2025. On va principalement rester sur deux sujets. Si le temps nous le permet, on prendra un sujet qui est également d'actualité, le sujet sur l'appréciation du franc congolais et le ralentissement de l'inflation générale. Mesdames et messieurs, on va premièrement parler de cette interview qu'a accordée Massad Boulos à un groupe de journalistes congolais. Ces derniers a affirmé que Doha était la dernière pièce du puzzle pour trouver la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi Doha serait la dernière pièce du puzzle? C'est une question qu'on va se poser. Ensemble, on va réfléchir à ce sujet. Deuxièmement, le débat sur la révision ou le changement de la Constitution est-il toujours d'actualité? Parce qu'on a suivi certains cadres de l'Union sacrée réveiller ce débat. Certains disent que il faudra y penser très sérieusement. Il y a même le ministre actuel des Droits humains, Samuel Mbemba, qui a évoqué l'article 217 de la Constitution comme étant la raison principale qu'il faudra aller urgemment à la révision, mais pas au changement, mais à la révision de la Constitution. Au regard du contexte actuel, est-ce que ce débat est-il toujours d'actualité? On va donc y réfléchir. L'incohérence européenne à son comble. L'Union européenne s'apprête à donner 51 millions d'euros au Rwanda pour son secteur minier, alors qu'il pille les ressources et massacre des civils en République démocratique du Congo. Le Parlement européen condamne, mais la Commission finance le recel d'un vol. Ça, c'est le député européen, l'eurodéputé Thierry Mariani. Voilà, je le disais, Doha, dernière pièce du puzzle pour la paix en RDC. Selon Massad Boulos, l'Afrique a réaffirmé jeudi à New York l'importance de la médiation qatari dans le dialogue entre le gouvernement congolais et le M23, tout en saluant de récentes avancées à Doha, notamment des mécanismes d'échange de prisonniers. Selon lui, la médiation engagée à Doha reste extrêmement importante. Information d'actualité.cd. Voilà, je le disais également, il y a 5 jours passés, l'actuel ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, publiait ceci. Dans le contexte actuel de notre pays, l'article 217 est l'un de ceux qui justifient la révision urgente de la Constitution de la République démocratique du Congo. Impact social de l'appréciation du franc congolais, le gouvernement opte pour le resserrement budgétaire au cours du Conseil des ministres. Sur le plan de la stabilité macroéconomique, il s'est observé un recul de l'inflation et une appréciation du franc congolais sous les marchés de change. Cet ajustement devrait produire un effet positif en termes de maintien du pouvoir d'achat des populations. Toutefois, ces tendances pourraient réduire les recettes fiscales et creuser le déficit budgétaire. Merci d'être avec nous, messieurs, dames. 3 invités sur ce plateau pour réfléchir sur ces thématiques proposées. D'abord, je le rappelle, sur la Constitution et aussi sur justement le processus de Doha. Voilà, par d'arrivée, je commencerai par mettre Samuel Nkonko, avocat et membre de la société civile. Merci beaucoup. Bon début de semaine à vous, Samuel Nkonko. Merci beaucoup. Je te salue, très chère dame. Encore une fois de plus, merci de m'avoir convié à prendre part à cet échange citoyen auquel tu as convié des débatteurs des tailles, que je salue à la même occasion, étant donné que vous ne les avez pas encore présentés, je ne sais pas les citer nommément, mais qu'ils reçoivent mes salutations. Et je salue aussi à la même occasion les compatriotes qui auront l'occasion de pouvoir nous suivre. Merci bien, Maître Samuel Nkonko, pour votre participation. Maître Richard Mpinda, cadre UDPS Tshisekedi, bonjour et bon début de semaine à vous également. Merci à vous de cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir échanger sur des questions qui touchent principalement l'essor de la République. Parce que nous parlons d'une part de la Constitution de la République, nous parlons de Doha. C'est-à-dire qu'au centre, nous avons ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi nous avons répondu présent à cet appel que vous nous avez lancé.
je réitère tout à l'heure, je reçois à bras ouverts les salutations qui nous ont été faites par Maître Konkou. Je ne voudrais pas massacrer son nom. Je profite de cette occasion pour saluer, sans pouvoir dire son nom, vous le découvrez, nous sommes à 3. Et donc, je salue aussi l'opinion qui nous suit en ce moment-ci. Et nous pensons qu'ils en tireront quelque chose quant à nos réflexions. Merci beaucoup. Nous l'espérons également, M. Joseph Nkongolo, analyste politique, neutre, indépendant. Bonjour et merci. Bonjour, monsieur Dan, monsieur Zen. Je suis content d'être à côté de deux éminents avocats. Je pense que du choc des idées va certainement jaillir de la lumière, je l'espère. Et je voudrais remercier tous ceux-là qui ont choisi de suivre Congo Buzz et surtout Grande Tribune. C'est une source d'information et de formation. Je pense que nous serons à la hauteur de transmettre aussi à ces personnes quelques notions, quelques informations, mais aussi quelques connaissances de notre histoire politique ou des faits politiques majeurs en cours pour l'instant. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes donc politologue de formation, maître M. Joseph Nkongolo. Merci, on a un politologue et deux juristes. Voilà, premier sujet rapidement. Et il faut dire 2 sciences rivales. Hein. 2 sciences rivales. D'accord. Alors, le sujet sous la Constitution, on peut commencer par là. Est-il toujours d'actualité? On voit que certains cadres de l'Union sacrée en parlé. Steven Bikaï a produit une réflexion, beaucoup d'écrits. On propose un débat, qu'il faut qu'il y ait un débat sur la possibilité ou non au président de la République de pouvoir rempiler. Ce sont les débats qui sont en train d'être réveillés par-ci, par-là. Hein, on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir, car la liberté d'expression est consacrée par la Constitution. Maître Samuel Nkonko, est-ce que ce débat pour vous est-il toujours d'actualité ou non, il n'est pas d'actualité, selon vous? Merci beaucoup, très cher Dan. J'aurais bien voulu que le représentant le plus attitré sur ces plateaux commence par poser les décors, mais étant donné que ça commence par moi, je vais essayer de poser les premiers mots, mais je crois que je vais rebondir lorsqu'il va prendre la parole. Oui. Alors, sur l'opportunité ou pas de la question liée à la révision ou du changement de la Constitution, c'est comme vous l'avez dit, on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Les réflexions sont libres, la liberté d'expression est reconnue par notre Constitution. Tout le monde peut émettre une réflexion. Et cette réflexion peut aussi tendre même à un moment donné à pouvoir affecter certains droits ou certains éléments comme la cohésion nationale. Bon, c'est libre à chacun de pouvoir réfléchir. Mais un élément que je voulais un peu souligner ici, c'est que les réflexions doivent être des réflexions responsables. On ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir, mais que les réflexions soient responsables. Okay. C'est vrai qu'on veut parler, en parlant de la question liée à la révision ou à la probable modification de la Constitution, ce sont des mécanismes prévus par la Constitution elle-même. La Constitution elle-même a prévu les mécanismes par lesquels elle peut être révisée. C'est, je crois, l'article 220 de la Constitution. Elle prévoit les matières qui peuvent faire l'objet d'une modification. Alors, étant donné que nous ne savons pas encore ce pourquoi ou ce sur quoi va porter les prétendues matières qui feront l'objet à la révision, la réflexion reste tout simplement encore pendante. Deuxième élément, c'est que est-ce que le contexte actuel, c'est un contexte propice à pareille discussion? C'est là que moi, je veux plus me fonder. Il ne faudrait pas que les réflexions soient des réflexions qui soient des natures à pouvoir enflammer l'espace politique. Il y a des questions politiques qui sont de nature à pouvoir enflammer même pas seulement l'espace politique, mais même enflammer même la nation. Oui. Les questions comme les questions qui touchent à des éléments substantiels de la démocratie, qui est à savoir le respect des mandats constitutionnels. Tout le monde le sait, que lorsque l'on évoque les questions liées à la révision, qu'est-ce qui est plus visé? C'est plus le maintien au pouvoir. Est-ce que soulever pareille discussion à l'heure actuelle serait responsable? C'est la question que j'aimerais poser aux personnes qui soutiennent ces thèses. Est-ce que soutenir
pareille position dans le contexte actuel, sécuritaire, marqué par la prolifération de certains groupes armés, marqué par la reprise des hostilités, le contexte humanitaire marqué par une vague de déplacements, on constate qu'il y a des déplacements en masse sur le plan à l'est de notre pays, qui met même en péril même la situation humanitaire. Sous le contexte politique, c'est un contexte marqué par des discussions. Nous sommes en pleine discussion, des discussions qui patauchent, qui n'avancent pas. Est-ce que face à un tel tableau, serait-il responsable d'évoquer pareille question? Mais Maître Samir Koko, vous invoquez pareille question. Exactement, il s'agit de réviser ou changer la Constitution parce que le débat sera peut-être un peu nuancé à ce niveau-là. Réviser, c'est prévu par la Constitution. Exactement. Changer, là, il y a un débat. Pour certains, c'est extra-constitutionnel, pour d'autres. Mais est-ce que de réviser la Constitution ou changer, vous parlez de changement ou des révisions de la... Dans le contexte, les deux... Dans le contexte actuel, j'ai besoin d'être plus ou moins clair. C'est vrai, je l'ai dit à l'emprise, lors de l'entame de mon intervention, c'est que la révision, elle est prévue par la Constitution. La Constitution même prévoit les mécanismes par lesquels il faudrait passer pour obtenir... est propice pour aussi réviser. C'est là que j'ai dit que est-ce que le moment est-il propice? Moi, je crois que le contexte actuel ne le permet pas. Nous avons des priorités. Et réviser, échanger... Et réviser, changer n'est même pas envisageable. Changer n'est même pas envisageable. On partirait de quoi pour changer cette Constitution? On partirait de quoi? Réviser, c'est possible, mais changer, c'est même pas envisageable. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, évitons de prendre des positions qui seront des natures à pouvoir créer la fracture. Nous avons besoin de maintenir cette cohésion nationale qui est à la base aussi fragile. Il est connu de partout les cieux que les questions liées, premièrement, au changement des constitutions, ce sont des questions qui créent des fractures au milieu de la société. C'est connu de partout. Alors, pourquoi est-ce que dans le contexte actuel, par rapport au tableau comme je venais de le peindre tantôt, on aimerait aborder ce genre de questions? Ça serait dangereux. Ça serait dangereux. Essayons d'être plus responsables dans nos interventions et à ne pas toucher aux questions qui fâchent. Voilà. Merci beaucoup. Mais je ne vais pas poser beaucoup de questions, mais j'aurais aimé qu'on creuse. Oui. Je donne la parole d'abord à votre débatteur d'en face, Maître Richard Pinda. Quel est votre avis, Maître Pinda, par rapport à ces questions? Mais d'abord, on va se rappeler que le chef de l'État avait promis de mettre en place une commission pour éventuellement réfléchir. Qui va réfléchir sur... Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, finissant, et la commission devait être mise en place, je crois, depuis février de cette année. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, parce que les circonstances, comme on dit chez nous, nous disons, lorsque les circonstances changent, la révélation change aussi. C'est pour dire tout simplement que nous avons été beaucoup plus focus sur la situation à l'est de la République, qui s'est enflammée depuis un moment donné, et donc nous déployons plus d'efforts pour y accéder. Mais oui, j'ai ouï dire des choses. Ici, dire que le moment est mal choisi, c'est comme si l'initiative avait été déjà prise quelque part. Nous sommes dans le débat. Et nous savons ce que dit la Constitution de la République, c'est-à-dire qu'aucune révision n'est possible lorsque le pays, allais-je dire, est en guerre. Même si c'est non dit. En état d'urgence, en état de siège, et ce que vous voulez. Et donc nous avons aussi d'une part l'état de siège dans la partie Ituri et consort. Mais on est tout simplement en train de débattre sur cette question. Vous avez posé la question de savoir quelle était ma position. Ma position, la mienne, elle est à la portée de tout le monde. Vous vous souviendrez que je me suis retrouvé au centre Ganda pour cette réflexion-là, pour éventuellement donner ma position qui est celle du changement de la Constitution. Maintenant, il faille... Ce n'est pas prévu par la Constitution. Votre co-débatteur le disait. Ce n'est même pas envisageable. Non, mais laissez-moi y aller parce que j'y suis déjà. J'étais en train de vous démontrer quelles sont les raisons qui peuvent aujourd'hui me pousser à soutenir cette tendance, à soutenir cette option du changement. Je pars du principe, parce qu'il l'a évoqué, l'article 220. Mais à ce jour, il faut se le dire que l'article 220 est resté obsolète. Obsolète, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en 2015. Les élections devaient être organisées en 2016.
Ça n'a pas été. Il y a eu Ok, nous avons déjà un glissement qui a existé. Et d'ailleurs, aussi longtemps que il est praticien de droit, mais là, c'est pas je le suis aussi. Non, s'il vous plaît, suivez-moi. Vous ne me suivez pas. J'ai dit ceci, que nous avons des préalables qui ont fait que l'article 220 devienne obsolète. C'est faisant, je suis en train de vous donner une illustration jusqu'à vous amener sur la possibilité de reviser la Constitution. Parce que je pars du principe que l'interprétation de la Cour constitutionnelle est arrivée en 2015, prétendant que les présidents de la République restaient en place jusqu'à l'investiture du nouveau président. Élu. Ce qui voudrait dire que, selon la Constitution, la durée même de rester en place n'est pas définie, selon l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Au terme de l'interprétation de la Cour constitutionnelle, la durée de celui qui reste en place n'est même pas définie. Vous partagez cet avis? On dit les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l'objet même pas du débat. Est-ce que vous attendez s'il vous plaît. C'est la position que j'évoque aujourd'hui. Mais à l'époque, l'UDP, c'était pas... Nous n'étions pas d'accord. Vous êtes allé même à... Nous n'étions pas d'accord. Donc je disais que ça vous donne un délai indéfini d'être au pouvoir. D'être au pouvoir. Même à vie. Même à vie. Parce que le délai n'est pas défini. Vous n'allez pas me dire le contraire. L'arrêt dit il reste jusqu'à l'investiture. C'est-à-dire qu'on est soumis à la bonne volonté de celui qui organise ou qui veut financer l'organisation des élections. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, même Tshisekedi, ce que je le sois, que nous ayons un des nôtres à la tête du pays. Je pense que c'est très dangereux et que c'est une brèche en les laissant tel que parce que Tshisekedi n'est pas appelé à rester à vie au pouvoir. Mais qui ne manquera pas. Puisqu'à un moment donné, s'il vous... Pourquoi pas? Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et le maintien au pouvoir le plus longtemps possible. En respectant la Constitution. Mais parce que nous aimons la République. Mais je vous ai dit, en respectant la Constitution, nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est venu interpréter la Constitution qui dit que le président restait en place jusqu'à ce que les élections soient organisées. D'aucuns poseront la question de savoir, mais comment nous avons quitté 2016 à 2018. Il y a eu cet accord également de Saint-Sylvestre. Mais exactement. S'il vous plaît, je continue encore d'évoluer sur cette même question-là. L'arrêt, plutôt l'accord qu'il y a eu, vient pour donner un délai de 2 ans supplémentaires, hormis ce que disait la Constitution. Nous avons deux choses. Nous avons la Constitution et les politiques se retrouvent, se disent, bon, écoutez, nous prenons 2 ans, les élections vont être organisées telles quelles. OK? C'est-à-dire que celui qui est là, il peut se dire, je me retrouve encore avec certains politiques pour éventuellement trouver comment prolonger mon mandat. C'est constitutionnellement prévu et une jurisprudence politique qui a créé un précédent. Et donc, l'opinion retiendra sur cette question-là qu'il faille maintenant que nous puissions, que les gens soient fixés sur le réel délai. Parce que nous avons ici 3 délais. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai de constitution. Nous avons, s'il vous plaît, nous avons 2 délais. Le délai que dit les textes, c'est-à-dire 5 ans. Nous avons les délais de politique, parce qu'ils en ont donné 2 pour faire 7. Et nous avons encore un autre délai indéfini de la Constitution, du durée du mandat d'un président de la République, tel qu'a été l'objet de l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle. Et donc, sur ces, il faille que nous puissions fixer tout le monde, pour que l'on arrête de douter, que l'on soit fixé, il faille que nous puissions éventuellement réviser et plutôt changer, parce que je suis partisan du changement de la Constitution. Voilà. Le contexte s'y prête aussi. Et d'ailleurs, 30 secondes s'il vous plaît, 30 secondes par rapport au contexte. Il a évoqué la question des guerres à l'Est et ainsi de suite. Nanga prônait de venir sur Kinshasa. Ok? D'ailleurs, l'existence de Nanga est anticonstitutionnelle. Parce que Nanga, on dit de lui, soit l'Église catholique a voulu faire de lui une opposition armée, et l'opposition armée n'est pas consacrée par la Constitution de la République, ça c'est un élément. Et deuxièmement, mais ils viennent, lorsqu'ils seront ici, ils vont gérer la République sur fond de quoi? Parce qu'ils ne vont pas s'attarder sur la Constitution. On fait partie de Tshisekedi. On va pas demander ils vont pas demander à un des alliés de Tshisekedi de diriger la République. Prenons à l'occurrence Sama Lukombe. Je vous repasser la parole. Deuxième tour de table. J'aimerais écouter un peu M. Joseph Nkongolo
son avis. Est-ce que, voilà, changement de vision, ce débat est-il propice d'actualité? Je crois que pour ceux qui nous écoutent, parce que vous savez, il y a parfois des discours qui sont un discours des initiés, voyez-vous? Mais je crois que une société est toujours en perpétuel changement. OK? Et très souvent, les textes que nous sommes en train de construire, ce sont des textes généralement contextuels. C'est comme les connaissances scientifiques. Il suffit qu'aujourd'hui, quelqu'un mène d'autres enquêtes, n'est-ce pas? Et qui trouve que le résultat scientifique qu'on a mené en 1945 n'est plus le même, eh bien, la vérité scientifique change. De la même manière, une société est en perpétuel changement. Ça veut dire que les textes qui ont été fixés peuvent être en dépassement, voyez-vous, en fonction des faits sociaux, des faits politiques. Voyez-vous, peuvent être en dépassement. Dans ces conditions-là, il devient normal de changer une constitution. Tout à fait normal de changer une constitution. Voyez-vous, parce qu'il y a une évolution des faits, et politiques et sociaux, qui font que la constitution tombe en désuétude. Cela est possible. N'est-ce pas? Attention, attention. Maintenant, pour donner la chance à la société de résister face aux vicissitudes sociales, eh ben, il faut se mettre à la page. Il faut changer ou réviser la Constitution pour que la société maîtrise ou résiste face aux vicissitudes du monde. Donc, une Constitution fixiste, elle n'existe pas dans le monde. Même celle de l'Angleterre qui n'est pas écrite, mais vous sentez qu'il y a des modifications de la Constitution par d'autres mécanismes qu'ils ont prévus. Même aux États-Unis, ce n'est pas la même Constitution. Donc, de temps en temps, il y a des modifications pour résister, pour s'adapter à l'évolution des temps, des faits et des choses. Ça arrive. Donc, on ne peut pas garder une Constitution, en faire une doctrine pour croire qu'une Constitution, elle est là, elle est là, elle est là, alors que les faits sociaux, les faits politiques changent. Quels sont les faits sociaux qui peuvent, disons, conduire ou présider au changement de monde? Je vous réponds après. Maintenant, la question la plus importante. Quelle est l'opportunité de ce changement? Ou cette révision? Deuxième fait. Quels sont les enjeux? Quels sont les acteurs? Voyez-vous, ce sont des questions importantes. Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi ils veulent changer la Constitution? Est-ce que c'est l'opportunité? Quels sont les enjeux en présence? C'est des éléments importants que les gens doivent savoir. C'est ça même l'argumentaire qu'il y a pour celui qui veut le changement ou la révision constitutionnelle. Même pour celui qui ne voudrait pas qu'il y ait des changements ou de révision constitutionnelle. C'est là qu'il y a le nœud du problème. Bon, pour les partisans du changement, je crois qu'il a parlé. Maintenant, pour les partisans de la révision constitutionnelle, moi je suis d'accord pour la révision constitutionnelle du fait que la société a suffisamment évolué. Depuis 2006? Oui, depuis 2006, elle a suffisamment évolué. Quels sont les éléments marquants de l'évolution que vous avez? Les éléments marquants. Prenez tout simplement la construction de la Constitution elle-même, la composition de cette Constitution. C'était une Constitution internationale. Parce qu'elle est venue de l'Union européenne à travers le professeur Kabamba, avec Louis Michel. C'est de là qu'est venue la Constitution. C'est pas ailleurs. D'ailleurs, Kabamba lui-même l'a dit sur les médias. Et qu'il n'a pas caché ses origines rwandaises. Hein. Oui. Il l'a dit sur les médias. Et Kabamba n'a pas caché ses origines rwandaises. Et c'est le Rwanda qui contrôlait la République démocratique du Congo. Donc ils ont glissé. Je veux dire que la Constitution actuelle, c'est l'œuvre du Rwanda. J'ai dit ceci. Ouais. C'est l'œuvre de l'Union européenne. Il veut dire qu'il a subi l'influence du Rwanda. Qui était partenaire proche du Rwanda. L'Union européenne et le Rwanda nous ont produit une Constitution. Bien sûr. Bien sûr. C'est le Rwanda qui contrôle la RDC, monsieur. Il faut pas. Il y a des choses. Il n'y a pas de mécanique là-dessus. Excusez-moi. Il l'a dit tout à l'heure ici. Il l'a dit tout à l'heure ici. Lui-même l'a dit. Ouais. Il a démontré ici. Il était inquiet de la position de l'Union européenne qui veut donner 51 millions de dollars. Tout à fait. Donc, allez-y, c'est des choses qu'on doit dire aux gens pour qu'ils sachent que nous étions sous une influence rwandaise. Alors, le Rwanda qui était le partenaire privilégié de l'Union européenne. Voyez-vous? Et cette constitution, vous savez dans quelles conditions elle nous a été produite. J'ai demandé au professeur, il y a un professeur là, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez ajouté dans cette constitution? Qu'est-ce que vous avez ajouté dans cette constitution? Personne n'a réussi à le dire. Oh non, nous avons ajouté les virgules, tout ça. Mais qui a composé la constitution? Personne, aucun intelligent. Il y a un professeur là, j'ai oublié le nom, il ne sait pas d'où est venu le texte, la matrice. Le peuple, vous parlez de l'origine, mais le peuple allait voter. Justement, c'est ce que je dis. Je vous ai dit que les choses ont tellement évolué. Et aujourd'hui, on a pénétré cette constitution, on comprend que ce n'était pas une constitution spécifiquement congolaise, parce qu'elle prend en compte des intérêts. Nous sommes dans un contexte de guerre, oui, avec une partie du pays qui est entre les mains de l'agresseur. Oui.
Est-ce que ce contexte n'est pas un contexte qui nous empêche de pouvoir... Tout à fait. C'est comme Maître Pinda l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une phase de réflexion, de partage d'opinions. Et peut-être que quand la situation va se régulariser, évidemment, on peut lancer le processus. Et pas maintenant. Pas maintenant, pas tout de suite. Je voudrais dire pas tout de suite. Parce que, écoutez, les Congolais, à un certain moment, je comprends que derrière le refus ou non de la Constitution, il y a plus d'intérêt. Quand le président a lancé l'idée, il avait dit clairement que c'était la réflexion. Mais quand vous voyez la réaction, par exemple, de l'opposition, c'était comme pour dire, voilà, nous ne voulons pas de la révision constitutionnelle, comme si on était au niveau de la révision constitutionnelle. Mais dans cette réflexion-là, tout le monde sera là. Tout le monde est censé être là, parce que c'est une réflexion de société, c'est une réflexion de société où les grandes options vont se dégager, oui ou non, sur quoi, on doit se mettre d'accord là-dessus. Et pourquoi l'opposition veut toujours se mettre en clandestinité quand il suffit de lancer une réflexion? Vous dites apparemment deux réalités qui ont tendance à s'opposer. Au départ, vous dites que c'est une constitution qui n'est pas à l'émanation des Congolais. Oui. Il est important qu'on puisse trouver une nouvelle constitution. Non, c'est-à-dire, attention, il faut faire une nuance. Quand vous dites... Je dis, il y a des influences d'autres intérêts, en dehors des intérêts congolais. Ça veut dire qu'on doit... Absolument, il faut nettoyer la Constitution. Le nettoyage signifie révision constitutionnelle. Juridiquement parlant, réviser et changer, c'est Oui. carrément deux concepts qui n'ont pas la même version, Tout à fait. le même contenu. Changer, c'est-à-dire même l'esprit Non, et change. attention, changer. La révision, il y a des articles qui sont Allons plus loin. prévus. Il y a des options fondamentales dans une constitution, n'est-ce pas? Dans une constitution. Et quand vous touchez à ces fonctions fondamentales, la forme de l'État, le régime, ainsi de suite, Oui, là vous procédez au changement. Mais la révision, c'est que vous laissez le fond de la constitution et vous êtes à la périphérie. Qu'est-ce Donc, qu'il nous faut? Une nouvelle constitution, toucher au fondamental. attention, je dois être clair là-dessus. Je dois être clair là-dessus. Ce qu'il faut, c'est de mettre ce sujet à la réflexion de la nation et les options fondamentales vont venir de cette réflexion-là. Merci bien. Maître Samuel Nkonko, deuxième et dernier tour de table sur cette question. On peut prendre le sujet sur le droit. Une constitution est révisable. Bien entendu. Une constitution n'est éternelle. Bien entendu. Mais alors, si cela est possible, est-ce qu'on peut empêcher aux Congolais, un peuple souverain, de pouvoir se doter d'un nouveau texte jugé, qui juge l'ancien obsolète ou qui ne répond plus, qui ne cadre plus avec les réalités d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut empêcher un peuple souverain de pouvoir aller à une nouvelle constitution? Merci beaucoup, Dan. Je crois qu'il faudra d'abord fixer un élément important, c'est que un peuple ne peut pas être pris en otage par une constitution, ça c'est un fait. Chaque peuple est appelé à pouvoir définir les lois qui sont appelées à pouvoir le régir. Chaque peuple a son droit. Mais il est ici question d'opportunité. Il est question d'opportunité. Il faut d'abord savoir, notre constitution est née de quoi? Quel a été l'historique de la naissance de la constitution du 18 février 2006? La constitution du 18 février 2006 est née à l'issue d'un dialogue qui a mis aux prises toutes les forces vives de la République, après de longs conflits cycliques dans notre pays. Ça veut dire que ces personnes se sont convenues de pouvoir régler les problèmes liés plus particulièrement à la légitimité de pouvoir qui était la cause de plusieurs rébellions. Ils se sont convenus, ils se sont mis ensemble et ils se sont dit une chose, qu'il fallait qu'ils puissent présentement faire de la République démocratique du Congo une société démocratique, à l'issue duquel, bien entendu, ne pourront accéder au pouvoir que les personnes qui passeront par les urnes. C'est de là qu'est née notre constitution. Et laissez-moi aussi vous dire que nous avons eu des meilleures constitutions du monde. Une des meilleures constitutions du monde, la constitution du 18 février 2006. C'est une des meilleures constitutions. Dans notre constitution, vous avez des évolutions qui ont vu le jour après dans certaines sociétés évoluer comme la France. Je prends le cas par exemple de la question préalable de constitutionnalité. C'est une question chez nous qui a existé depuis 2006, mais lorsque vous allez en France, ça a vu le jour avec Nicolas Sarkozy aux alentours de 2009. Ça veut dire que notre constitution avait déjà certaines parties d'évolution qu'il n'y avait pas dans des sociétés démocratiques évoluées.
Alors ici, j'ai besoin de souligner une chose, que cet argumentaire selon lequel notre constitution est une constitution qui n'est pas forcément adaptée à nos réalités serait premièrement fausse. Deuxièmement. Mais Maître Samuel, sans vous arrêter, vous avez suivi votre voisin de droite qui a parlé de l'influence rwandaise. J'aimerais parler de l'élément lié à la communauté internationale. Je crois que c'est important qu'on puisse clarifier cette situation. Vous savez, on ne peut pas concéder une partie de notre souveraineté en reconnaissant sur le toit du monde que notre constitution a connu une influence rwandaise. Non, ça je n'accepterai pas. C'est une évidence. Il n'est pas question d'évidence, je vais essayer de clarifier la chose. Il n'est un secret pour personne que le Rwanda, dans la région, ça ferait plus de 30 années, est un allié stratégique de la communauté internationale. La position qu'occupe le Rwanda aujourd'hui est une position que le Zaïre a occupée aussi à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Hier, c'était nous les Zaïre. Demain, ça sera un autre pays. Mais est-ce pour autant dire que cette œuvre qui a été adoptée par les Congolais lors du référendum est une œuvre qui vient des Rwandais? Ça, moi, je dirais non et je m'insurgerai toujours. Mais là où peut-être on pourrait peut-être essayer de dire peut-être quelque chose, c'est que ici, il y a une question de nationalité qu'il fallait résoudre. Peut-être que ce qu'on n'arrive pas à dire, c'était la question peut-être d'infiltration. On pense que notre constitution a peut-être eu à ouvrir une brèche sur la question liée à l'infiltration. Moi, je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une question de nationalité qui se pose chez nous depuis plusieurs années. Le Congo est un pays immense. C'est un pays qui s'étend sur la partie occidentale du pays et la partie orientale du pays. Les questions liées à la nationalité, ce sont des questions qui... Du continent. Pardon? Du continent. De notre continent, voilà. Donc, de la partie occidentale à la partie orientale. Donc, ça veut dire qu'on s'étend sur toute cette tendue-là et on traverse plusieurs cultures, plusieurs tribus et plusieurs sociétés traditionnelles. Voyez-vous? Maître Mpinda a parlé tantôt d'une des personnes qui a participé à la rédaction de cette constitution, le professeur Bob Kabamba. Lui a dit qu'il n'a jamais caché sa nationalité rwandaise. Mais à ce que je sache, moi, Kabamba dit être belge, politologue belge d'origine congolaise. À ce que moi je sache. Votre avis par rapport à ça? Je crois que Bob Kabamba, c'est connu, que c'est un Congolais, mais ayant une mère, je crois, Munyamuleng ou quelque chose comme ça, lui aussi constitue peut-être ce que certains de Congolais ne cessent de jeter comme discrédit sur cette communauté-là. Ces débats-là, c'est un débat qui existe presque dans toutes les sociétés traditionnelles qui se retrouvent au niveau des frontières en Afrique. Ça existe. Parce que la question en soi doit absolument être résolue. Comment est-ce que vous allez comprendre qu'une tribu, quand vous êtes par exemple à l'est du pays, une tribu, nous sommes séparés, Goma et Gisenyi est séparés par moins d'1 kilomètre. Par moins d'1 kilomètre. Ça veut dire que même de manière historique, il peut être possible qu'il y ait eu certaines personnes qui se sont retrouvées en République démocratique du Congo, mais ayant des parents de l'autre côté. Moi, je donne des cas par exemple de la Zambie au Katanga. Quand tu es au Katanga, tu as la tribu comme celle de Babemba. Tu as certains qui ont un oncle à gauche et la tante à droite. Pourquoi? Parce que ce sont des questions qui nécessitent d'être résolues. Peut-être pour les autres, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils sont à la base de l'instabilité dans la partie est du pays. Oui. Mais est-ce pour autant qu'on doit maintenir la question? Mais pour finir, Maître, la question qu'il a évoquée, Maître Pinda, avant de passer la parole sur la dangerosité du fait que l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui prolongeait à vie. Merci de me le rappeler. Non, c'est pas prolongé à vie. Je crois que mon confrère a peut-être eu à trébucher quelque part. Ici, il faut reconnaître d'abord une chose, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle entre dans ce que nous appelons en droit les jurisprudences. Les jurisprudences peuvent revenir dans l'interprétation des textes uniquement après la loi. Que dit la loi dans les cas d'espèce? La loi a clairement repris les conditions dans lesquelles les processus électoraux sont organisés. La loi est claire sur cette matière. La loi est claire. Mais ici, la Cour constitutionnelle a eu carrément à régler un contentieux. La Cour constitutionnelle, il faut reconnaître une chose, qu'elle a cette mission de réguler la vie politique. On se retrouvait face à un cas politique majeur. C'était lequel? C'est que l'on arrivait presque à l'échéance du... Bon, permets-moi en une minute. Qu'on arrivait presque à l'échéance du mandat du président Kabila en 2015 et qu'il y avait une question liée au financement qui se posait.
Voilà pourquoi la classe politique s'est réunie aux assises que nous avons appelées de la SACO. Et la classe politique, de manière unanime, ont eu à lever l'option de pouvoir concéder un glissement d'une année. C'était une décision découlant de toute la classe politique. Mais qu'est-ce que va faire la Cour constitutionnelle dans pareille situation? Parce qu'elle a aussi cette mission. Elle a la mission de réguler la vie politique. Voilà pourquoi j'ai besoin de dire ici, de souligner clairement que, avant de recourir à l'interprétation de cet arrêt, il faudra d'abord partir des dispositions constitutionnelles, qui sont celles qui sont pertinentes dans cette matière. Si seulement la Constitution n'arrive pas à régler cette question-là, c'est là qu'on peut recourir à d'autres sources de droit. Voilà pourquoi, pour chuter aussi, je voulais parler de l'article 220 dont il a parlé. Il a évoqué le caractère obsolète de cet article. Non, confrère, l'article 220 n'est pas obsolète. L'article 220 reste de vigueur. Elle n'est pas tombée en désuétude. C'est pas parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, voulant réguler la vie politique de la nation, et qu'elle est de nature aujourd'hui de rendre obsolète cette constitution. La constitution, dans toutes ses dispositions, sont encore en vigueur. Merci bien, maître Samuel Nkonko. Maître Mpinda, dernier tour de table de cette question. La question du changement de révision constitutionnelle. Vous parlez du changement, possiblement changement de la constitution, révision. Révision, c'est acceptable, c'est constitutionnel, mais changement, comment on fait? Écoutez, je crois qu'avant d'y arriver, il faille revenir sur certains points. La question d'avoir une mère, Mounia Moulengue, ou pas du tout, ne se pose pas. Ici, j'évoque le cas de Kabamba, mais de prendre fait et cause pour le Rwanda. D'aucuns ne pourraient ignorer que pendant cette situation de déstabilisation de la partie Est de la République, Bob Kabamba a pris fait et cause pour le Rwanda. Et lorsque une personne qui a élaboré la Constitution, ou qui a élaboré, il faut se le dire, parce qu'il dit « j'ai été consulté par les Belges », c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Louis Michel qui l'avait approché, et par de suite, la Constitution a été pondue, et vous l'avez dit tout à l'heure ici, je n'ai vu personne, pas mettre Kanko, revenir sur le propos qui ont été tenus par mon frère Joseph. Il a dit, un professeur a posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez ajouté dans cette constitution. On vous dit, virgule, point et tout ce que vous voulez. Mais non. Et il l'a dit. Il dit cette constitution est une évolution. Et d'ailleurs, en France, il n'y en avait pas. Nous avons un des textes meilleurs au monde. Peu importe la qualité du texte. Mais les textes, il le sait, c'est que nous apprenons en première année de droit. Lorsque vous apprenez l'introduction générale à l'étude du droit, on vous apprend ce qui ne vous échapperait jamais de votre tête, que le droit doit être le reflet d'une société donnée. C'est-à-dire que la réalité de cette société-là, voilà pourquoi nous les juristes nous disons, apportez-moi le fait, moi je vous apporte le droit. On ne peut pas aller chercher un texte qui entre à contrariété, j'ai dit bien contrariété avec les réalités de la société. Quand on parle de changement ou de révision conditionnelle, il y a ça saute directement à l'œil pour certains que on veut prolonger les mandats présidentiels, c'est l'objectif principal. Les mandats présidentiels, on veut prolonger. Les mandats présidentiels, non, les mandats présidentiels est déjà prolongé. Il l'a dit. Il a dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est une jurisprudence. Quel est l'objet ou le bien-être d'une jurisprudence? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'était dangereux parce qu'aujourd'hui nous pouvons décider de recourir à cette jurisprudence et de l'appliquer. Ça nous mettrait en difficulté. Nous voulons que les choses soient fixées, que les choses soient précises. Vous voyez, de manière à ce que lorsque nous avons telle chose, nous y recourons définitivement. Un élément important, je disais. Mais cette constitution est obsolète. Nous prenons par exemple le cas... Comment ça, il est obsolète? J'ai donné un premier élément. Les institutions tirent leur pouvoir de cette constitution. Les institutions qui sont actuellement... J'ai donné un premier élément. Il n'est pas revenu là-dessus. Il dit l'opportunité, tout ce qui va avec. Mais l'opportunité est appréciée par celui qui prend l'initiative. C'est le politique qui prend l'initiative. Et il a dit,
lorsque nous nous sommes retrouvés que Kabila était en difficulté, et nous avons recouru aux politiques, et de manière unanime, on a eu des décisions. Mais de manière unanime, le Parlement est composé de politiques de tous bords. C'est-à-dire que vous avez l'opposition qui est représentée, ainsi que la majorité. C'est-à-dire que, partant du Parlement, nous pouvons aussi prendre des initiatives qui vont dans le sens de mieux faire pour la République. Mais j'en viens encore à un élément qui a été dit ici. Je continue ici je voudrais m'appesantir sur le caractère obsolète, parce qu'on le dit, on se le dit. Et encore un problème. Nous sommes en 2014. Le président Kabila nomme les commissaires spéciaux. En lieu et place de gouverneur. En lieu et place de gouverneur. Voilà ce que dit cette constitution. Il dit: est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet et pour effet de réduire le droit liberté des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais dans le comportement, il y a eu une révision de cette disposition de l'article 20. C'est-à-dire que le fait est pour lui de nommer. Il a réduit les prérogatives de province. On sait que les gouverneurs, ou comme il l'a appelé les commissaires spéciaux, devaient être l'émanation des parlements des assemblées provinciales. C'est-à-dire que cette disposition est obsolète, même dans les prérogatives telles quelles. Peut-être on l'a violée, mais ça ne rend pas obsolète une prérogative constitutionnelle. Voilà ce que vous ne voyez pas. Voilà ce que vous ne voyez pas. Lorsqu'on viole la teneur, la consistance de ces dispositions n'est plus. Ici, c'est très dangereux. Pourquoi? On veut faire de Tshisekedi un dictateur. Il décide, il se réveille un matin, il dit: je nomme où je veux, comme je veux. Les commissaires spéciaux, parce qu'il y a déjà une jurisprudence. Maintenant, il faut mettre fin à cette pratique-là. Mais comment y arriver? En changeant la constitution. Mais écoutez, vous ne pouvez pas modifier la Constitution et laisser ces dispositions-là, parce que vous allez dans la logique selon laquelle l'article 220 ne peut pas être touché. Et pourtant, lorsque vous le ferez, vous laisserez ces jurisprudences-là, et tout celui qui veut peut y recourir. Mon problème à moi, c'est que la Constitution ne peut prêter confusion. Et ici, les pratiques anciennes démontrent à suffisance que le danger est là. C'est-à-dire que tout celui qui veut se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, parce que la Constitution, je l'ai dit, je le redis, l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas défini un délai. Et les circonstances qui ont mis Kabila en difficulté peuvent aussi être politiquement fabriquées. Ça, vous le savez. OK? On peut fabriquer les conditions difficiles pour ne pas organiser les élections et nous mettre dans ces conditions-là. Et donc, étant obsolète, il faut absolument trouver une nouvelle constitution. Il faut nécessairement trouver une nouvelle constitution. Je voudrais... Même si les institutions actuelles tirent leur pouvoir de cette même constitution. Mais la question ne se pose pas. La constitution ne se pose pas. Parce que vous n'êtes pas sans oublier, vous l'avez dit, on soumettra à l'autorité suprême. On soumettra, excusez-moi, ne dites pas d'accord, on risquerait de mal interpréter lorsque j'ai dit autorité suprême. On soumettra à la source de la souveraineté de la République, c'est-à-dire au peuple, qui va décider pour dire je veux d'une nouvelle constitution ou je veux garder l'ancienne constitution. Merci. Et donc à ce moment-là, la question sera réglée. S'il vous plaît, je voudrais revenir 30 secondes sur ce qu'il a évoqué par rapport à Santiti. Nous avons dit, il a dit pour finir, que Santiti, où nous nous sommes retrouvés au dialogue intercongolais, avait pour objectif de régler la question de la déstabilisation de la partie Est de la République. Seulement. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça et il a aussi... problème de légitimité de pouvoir. Légitimité de pouvoir. Parce que la question de la légitimité, c'est ça la source de la déstabilisation à l'Est de la République. Alors si nous allons dans cette logique, cette question n'a jamais été réglée. C'est-à-dire que cette constitution a quasiment échoué. Ou complètement échoué pour dire mieux. Parce que la question a continué d'évoluer. Regardez, nous sommes avec le RCD Goma, avec qui nous nous sommes retrouvés à Saint-Titi, au dialogue intercongolais, avec qui nous avons signé l'accord global inclusif. Nous avons signé l'accord global inclusif. Lorsque nous avons quitté, il est devenu vice-premier président de la République, ils ont été récompensés. Et est né par de suite le CNDP. Après le CNDP, vous avez le M23, 1 et 2. Et aujourd'hui, nous continuons à vivre la même situation.
je le salue, je salue son intelligence, je salue sa dextérité, parce qu'il a ici démontré à suffisance combien cette constitution a échoué parce qu'il n'a pas atteint cette question. Et récemment ici, les Nanga et consorts relèvent aussi la question de la légitimité. Donc il faut aller avec les textes qui vont réellement refléter les réalités de notre pays et de nos populations. Merci bien. Alors, M. Joseph Kongolo, changement de révision constitutionnelle, est-ce que aller à cela ou changer ou réviser la Constitution aujourd'hui ne va-t-il pas aujourd'hui consacrer une sorte de séparation, de balkanisation de la République démocratique du Congo? Ne va pas renforcer cette hypothèse-là? Bon, vous savez, les concepts sont lourds de sens. Quand est-ce qu'on peut changer une constitution? Parce que la constitution actuelle ne prévoit pas les conditions de son changement. C'est ça? Sa révision, oui. Donc le changement vient quand il y a révolution. Le changement vient quand il y a coup d'État. Ou carrément, initiative politique. Et on soumet le texte, le nouveau texte, au référendum. Et si le peuple accepte, il y a changement de la constitution. Parce que c'est ça, en fait, la procédure. Si Nang arrive aujourd'hui, comme Maître Pindal a dit, il va faire sa constitution. Il va faire sa constitution. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que d'abord changer une constitution en temps de paix, sans révolution, sans coup d'État, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ça va demander beaucoup de mécanismes. C'est pas facile. Mais la révision, c'est facile parce que elle est organisée par la constitution elle-même. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez constaté vous-même que cette constitution-là n'a pas résolu beaucoup de problèmes. Non mais, il vient de dire tout à l'heure, les rébellions reviennent parce que Maître venait de dire tout à l'heure que c'était pour résoudre un problème de légitimité, d'émiettement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il y avait RCD, MLC, ainsi de suite et tout ça. Ça pose la Constitution. S'il vous plaît. Ben justement, c'est-à-dire que cette Constitution était venue pour ça. Elle était venue aussi pour ça. Et aujourd'hui, on revient presque dans la même situation. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est un texte, certes, qu'il faut respecter, mais en réalité, il n'arrive pas à résoudre d'autres problèmes au-delà de ce qu'elle veut. C'est juste réguler l'exercice du pouvoir. Mais en réalité, les réalités politiques parfois dépassent cette constitution. De fois où vous dites que la constitution est muette, des choses comme ça, ça veut dire que parfois les faits sont au-delà de ce qui est organisé dans le truc. Voilà pourquoi on recourt à des conférences, à des mécanismes extra-constitutionnels pour résoudre d'autres problèmes, surtout d'autres politiques. Vous voyez? Donc cela signifie tout simplement, cela signifie que nous n'avons pas le droit d'en faire une sorte d'énigme, une montagne infranchissable pour réviser ou changer la Constitution. Je ne pense pas. Je crois que pour des gens qui sont très logiques, des gens lucides, cette Constitution doit subir des modifications. Quant au changement ou à la révision constitutionnelle, je crois que c'est cette équipe qui sera mise en place, le débat social qui va devoir sortir des options fondamentales que nous devons faire. Ce qui est vrai, c'est que celle-là, elle est en dépassement des faits sociaux, des intérêts de la République, et tout ce qu'il y a pour un État moderne aujourd'hui. Cette Constitution est vraiment en deçà des ambitions même de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui devra, selon vous, quand vous lisez cette Constitution, c'est de la comprendre, quels sont les articles qui comptent possiblement toucher, par exemple? D'abord, on l'a calqué. C'est un monstre, cette Constitution. C'est un monstre. C'est quel régime? Vous avez entendu parler du régime? Le régime qu'on a sur cette Constitution. Vous l'avez déjà entendu parler? Ça n'a pas de régime. Il n'y a aucun régime. Je vous le dis. On nous a donné un régime que moi je connais à partir de cette Constitution que je n'ai pas étudié à l'université. Quel régime? Non, on parle... c'était quoi politique, choses comme ça. Bon. C'est un hybridisme entre voilà. le régime présidentiel et les régimes parlementaires. Dans le classicisme, dans la forme classique des régimes politiques, ça n'existe pas, cette Constitution. Le régime qui nous a donné. Non, ça c'est le semi-présidentiel. Non, le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel sont différents de ce qu'il y a ici. C'est un régime hybride. C'est un régime hybride. Il est semi-présidentiel. Il peut agir comme présidentiel si le président de la République a la majorité présidentielle. Oh, bah oui, même la forme que nous avons, c'est quelle forme? Ni parlementaire, il est décentralisé, avancé. Vous comprenez? Mais dans le fond, c'est quoi le problème? Dans le fond, on nous a donné un monstre. Qui ne répond pas aux réalités. Qui ne répond pas aux réalités, au fait, même politique de notre pays. Les conditions avec Mobutu ici, le régime présidentiel, est-ce que les problèmes ont été résolus?
Le problème, c'est le texte. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est vrai, il y a des problèmes au niveau du respect du texte, mais il y a le problème aussi au niveau des réalités sociales qui ne retrouvent pas leur écho dans cette constitution. D'abord parce que les choses évoluent très rapidement. Qu'est-ce qui est adapté pour nous? Ici, je vais vous donner un exemple très facile. Je faisais un débat sur ça. Mon contradicteur me dit, voilà, la route ici, elle est comme ça, elle n'est pas carrossée. Tout ça, c'est le président de la République. Je me dis, mais comment? Ah bon? Donc dans ce régime, c'est le président qui gère au quotidien la République? C'est un exemple. C'est pour vous dire que le régime présidentiel est dans les têtes de tous les Congolais. Le président le plus aérotel, M. Likambo, mais il a sauté le gouverneur, il a sauté le ministre, il a sauté le Premier ministre, il voit le président de la République. Donc dans notre réaction de tous les jours, le Congolais a besoin d'un régime présidentiel. Pas présidentialiste, mais un régime présidentiel. Absolument. Le problème soit résolu parce qu'ils savent que si ce n'est pas résolu, c'est elle. C'est telle personne qui n'a pas résolu le problème. Excusez-moi de vous compléter. Hein. Oui. Et de manière claire, la population désigne son responsable. Absolument, c'est ça. Et qui ne sait pas que nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'eau, si courant est mati, s'il y a ceci, s'il y a là, c'est le chef du gouvernement. Mais qui indexe le chef du gouvernement? Non, on l'indexe pas. Et entre-temps, la population n'a pas tort d'avoir désigné le président, élu le président de la République au suffrage universel. Ouais. Et vous voulez que... Au-delà de ça, il y a la régie des eaux. On n'en parle même pas. C'est le président de la République. On va évoluer. Tout ça, même quand on change de régime, le chef de l'État ne sera pas responsable de la régie des eaux, encore moins responsable de la SNEL, tout ça. Et puis, je voudrais un petit élément, juste un petit élément, parce que je suis devant les juristes. Je voulais dire ceci. Les gens, ils ont grossi cette importance de la Constitution. La pratique politique aujourd'hui, elle semble être un peu au-delà de cette Constitution. Regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est une flagrance. Heureusement que c'est aux États-Unis qui est une nation démocratique. Je voudrais dire que la Constitution a toujours été une revendication politique. Elle n'est pas venue s'imposer. Elle est venue d'abord au XVIe siècle, longtemps en retard quand les empires et les royaumes ont existé, et que ceux qui l'ont amené, la Constitution, le droit constitutionnel là, ce sont les porteurs du pouvoir pour se sécuriser. Au départ, c'était pour se sécuriser. Ça, et c'est après avec l'évolution. Donc c'est pour vous dire que l'importance du droit, certes, c'est la société moderne, c'est un pays moderne, nous devons respecter, mais très souvent, c'est une constitution qui est toujours en deçà parfois de l'évolution des faits, et sa révision est très lente. Doha est la dernière pièce du puzzle pour résoudre la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment vous comprenez ça à la maison? Comment nous comprenons ça sur ce plateau? Comment Doha peut être la dernière pièce du puzzle? C'est comme... ceux qui jouent à ces jeux-là, quand on parle de la dernière pièce du puzzle, ils se font déjà une idée. Donc, quand Doha, les choses seront réglées à Doha, ça veut dire que les choses sont totalement réglées dans cette partie du pays. Maître Samuel Nkonko, est-ce que vous partagez ces points de vue de Massad Boulos, qui est conseiller de Trump Afrique et Moyen-Orient? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Merci beaucoup, Dan. Je partage cet avis intégralement et je vais essayer de pouvoir le démontrer tantôt. Permets-moi juste en une minute d'essayer un peu de clarifier certaines choses que mes très chers co-débatteurs ont développées ici avant moi. Alors j'aimerais bien d'abord d'entrée de jeu rappeler, souligner et marteler que notre Constitution est une des meilleures de notre époque. Je l'ai suffisamment démontré. Mais ici, pour essayer de rencontrer ce que mon confrère Pinda venait de dire tantôt par rapport à la nomination des commissaires spéciaux. La nomination des commissaires spéciaux, il faut rappeler de manière historique quand est-ce que c'était intervenu. C'était intervenu lorsqu'il fallait passer à l'application de la Constitution quant à la mise en place de toutes les provinces telles qu'elles le prévoient. Nous étions à 11 provinces et il fallait passer à 26 provinces. Il s'était posé un problème lié aux infrastructures et à la mise en place de ces institutions. Que fallait-il faire? Il fallait mettre en place une certaine transition pour faciliter la mise en place des nouvelles provinces. Parce que nous quittions de 11 à 26 provinces. Et cette transition-là, il y a eu cette astuce qui s'est présentée, c'était la nomination de ce qu'on appelait les commissaires spéciaux. Les premières personnes qui devaient faciliter la mise en place des institutions telles que les prévoit la Constitution. Et c'était une astuce qui a été validée par la Cour constitutionnelle aussi.
Parce qu'elle a cette mission de pouvoir réguler la vie politique. Lorsque vous êtes dans la vie politique, il se fait qu'il y a des questions qui fâchent. Il y a des questions sur lesquelles la société est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les acteurs politiques proposent à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle voit si elle peut, dans sa mission de réguler la vie politique, pouvoir avaliser ou pas. Et cette astuce a été avalisée par la Cour constitutionnelle. C'était en vue de mettre en place les nouvelles provinces qui existaient de par la Constitution, mais en fait qui n'existaient pas. C'était une transition, je voulais rappeler ça pour des raisons d'honnêteté scientifique. Une transition toujours régulée. Non, Papa Tikaye, j'ai une réponse qui correspond à ça. J'ai bien parlé une transition qui devait faciliter la mise en place de nouvelles provinces. Elle est toujours régulée. C'est un mécanisme sur lequel il fallait absolument recourir, un mécanisme auquel il fallait recourir pour faciliter la mise en place des nouvelles provinces. Parce qu'on ne pouvait pas chambouler les choses comme ça, parce que l'État, en soi, il faut savoir que l'État est assis sur des socles. Et lorsque vous négligez ces socles, vous allez paralyser la vie de tout un peuple. C'était important de passer par cette astuce-là. Deuxième élément, ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, lié au caractère peut-être presque indéfini de notre régime politique. C'est là que j'évoque à nouveau l'intelligence du législateur de 2006. Vous savez, notre pays est passé par plusieurs vagues, est passé par plusieurs histoires, par plusieurs événements, plus particulièrement dans l'exercice de sa vie constitutionnelle. Nous avons connu le régime parlementaire. Au lendemain des indépendances, on a vu la difficulté que cela avait eu entre un président de la République qui règne, mais qui ne gouverne pas, et un Premier ministre qui avait tout le pouvoir. On a vu ce que ça avait donné. On est passé à un deuxième régime, le régime présidentiel, avec Mobutu, qui était carrément un régime où le président de la République avait la totalité des pouvoirs. Nous avons vu où ça nous a amené. Ça a amené à la dérive totalitaire. Nous sommes entrés dans des séries de crises. Nous sommes allés au dialogue intercongolais et pour en sortir, il fallait définir non seulement la forme de l'État, mais aussi les régimes politiques auxquels il fallait recourir. C'est là que dans l'intelligence du législateur de 2006, il fallait essayer de pondre un régime. Un monstre comme... Pas un monstre, si c'est un monstre de bonne vertu. C'est pas un monstre de mauvaise vertu. Il fallait répondre aux difficultés historiques de la gestion du pouvoir dans notre pays. On n'a pas de régime totalement identifiable. Notre régime n'est pas un régime typologique tel que prévu dans les régimes de manière classique. Notre régime est un régime hybride. On l'appelle hybride. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de fusionner l'histoire politique de notre pays par rapport à ce que nous avons connu en 60 jusqu'à son adoption en 2006. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pardon? Pas du type français semi-président. Il y a certains éléments qu'on a pris du type français. Il y a certains éléments aussi qu'on a pris au niveau parlementaire. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place en soi? On a maintenu, parce qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas accorder tous les pouvoirs au Premier ministre. On risquerait de tomber dans la situation de 1960 où vous avez un chef d'État qui règne, mais qui ne gouverne pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait pas non plus laisser la totalité du pouvoir entre les mains du président de la République. Pourquoi? Parce que ça donnerait lieu à une dérive totalitaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place un régime qui devait s'adapter aux réalités historiques de notre pays. C'est comme ça qu'il s'est passé quoi? Qu'on a mis en place ce régime qui a permis à ce que nous ayons un exécutif que nous appelons un exécutif bicéphale. Un exécutif dans lequel nous avions un chef de l'État d'autre part, avec des attributions précises, et un Premier ministre d'autre part aussi, qui, ensemble avec le chef de l'État, met en place un programme de gouvernance pour lequel le Premier ministre en répond devant le Parlement. Alors, dire que ce régime devient aujourd'hui un régime qu'on qualifierait de monstre, ne s'adaptant pas à nos réalités, ça serait très faux. Bien au contraire, il s'adapte à nos réalités. Pourquoi? Parce qu'il répond aux difficultés historiques que notre pays a pu connaître. Moi, je vais vous donner l'exemple du temps de Kabila, pour chuter par là, du temps de Kabila et de Matata Ponyo. Kabila était presque inexistant, on ne le voyait presque pas. Mais la gestion courante, nous avions vu Matata en train de gérer. Alors, ici, dire que revenir au régime présidentiel, ça serait répondre aux besoins du peuple qui dit que nous avons besoin de l'eau. Ça, c'est de la fraude intellectuelle au niveau intellectuel. C'est de la fraude intellectuelle. Les intellectuels le savent. Ils ne doivent pas mener le peuple dans la propagande. Ils le savent bien. C'est de la fraude intellectuelle. Ils savent que ce n'est pas le problème lié à la Constitution ici qui va régler le problème des Congolais.
Aujourd'hui, le chef de l'État qui exerce son pouvoir, il a connu une difficulté. Pourquoi? Parce que lors du FCC Cash, il n'avait pas la majorité parlementaire. Mais dans l'exercice du pouvoir, nous avions un exercice du pouvoir où le chef de l'État était plus présent sur la scène politique. Mais qu'est-ce que ça a avancé comme résultat? Alors, dire aux gens qu'il faut aller vers un régime présidentiel pour régler le problème des Congolais, c'est un faux problème et qui risque de ramener ces pays dans la crise. La question de Massad Boulos, en une minute seulement, parce que c'était la question principale. Vous avez pris 7 minutes. En une minute seulement. En une minute seulement. Non, là, je crois. Non, en une minute seulement. Vous m'avez pris déjà 15. En une minute, je vais dire ceci. C'est que c'est important de rappeler ceci. C'est que les causes profondes de notre crise sont connues, elles ont été relevées. Nous avions des problèmes au niveau régional et nous avions des problèmes au niveau interne. Au niveau régional, c'était entre nous et les Rwandais. C'est comme ça qu'est intervenu les accords de Washington pour essayer d'obtenir une voie de sortie entre Kinshasa et Kigali. Mais par rapport à Doha, pour revenir à la question de Doha, par rapport à Doha, ça patauge. Pourquoi ça patauge? Parce qu'il y a un manque de volonté de part et d'autre. Et qui a donné lieu à quoi? À la reprise des hostilités. Mettons rapidement Doha, qu'est-ce que vous comprenez par cela? Question de puzzle, dernière pièce de puzzle. Vous êtes d'avis avec Massad Boulos? Écoute, ça saute aux yeux, hein, parce que c'est un processus. Nous avons commencé, nous sommes dans la logique de Luanda, qui devait régler les problèmes entre les chefs d'État et Nairobi, ainsi de suite. Mais il faille à ce que nous revenions sur certaines choses qui ont été dites ici par mon estimé confrère. Il a dit, il faut revenir dans le contexte. Lesquels contextes? C'est que lorsque le président Kabila, l'usurpateur, a pris l'ordonnance nommant les commissaires spéciaux. S'il vous plaît, pas... Allez-y. Alors, lorsqu'il a pris l'ordonnance nommant les commissaires spéciaux, nous étions dans un processus, lesquels processus tendaient à la mise en place des nouvelles provinces. C'est-à-dire que nous avons quitté de 11 provinces pour 21 provinces. 26 provinces. Lorsque vous lisez cette même constitution, la constitution est claire, elle dit 3 ans après la promulgation, c'est la mise en place de nouvelles provinces. Mais cette nomination est intervenue en 2014. Donc, si nous disons 2006 à 2014, c'est plus de 3 ans. C'est déjà une violation de la constitution. Vous avez dit que c'était la raison avancée, c'était le manque des infrastructures. C'est-à-dire, après avoir nommé les commissaires spéciaux, selon votre logique, on aurait résolu cette question de manque des infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, ces infrastructures existent? Pas du tout. C'est-à-dire que ce que vous avez avancé comme raison, on n'y tient pas. Ne sommes-nous pas dans la logique de satisfaire l'envie de voir certains gouverneur qui ne plaisait pas, en l'occurrence Moïse Katumbi, qui ne plaisait pas à Joseph Kabila? C'est ainsi qu'il prendra cette initiative. Et personne ne pourrait me contredire sur cette question-là. Pour éclater le Katanga. S'il vous plaît, vous aviez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Et dire que c'était votre dernier tour de table, donc ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Et donc, l'opinion comprendra, retiendra que il l'a dit. Lorsque nous évoquons la problématique de la Constitution ici avec le régime politique, il dit, mais écoutez, nous sommes à la sortie de l'indépendance, eh bien, nous avons un Premier ministre qui avait beaucoup de prérogatives et nous connaissons les conséquences. En d'autres termes, nous avons un régime conflictuel. Il vient Mobutu, il évoque tout ce qu'il pouvait évoquer. Mais la Constitution aussi a des séquelles de conflits. Cette Constitution 1 ne prévoit pas la cohabitation. J'ai dit cette Constitution ne prévoit pas la cohabitation. Il ne prévoit que la coalition. Ce qui veut dire que les Tshisekedi, d'une part, et d'ailleurs chez nous, les appartenances politiques ne sont pas idéologiques. C'est plutôt rattaché à des individus. Nous avons un exemple du conflit qui a existé entre le camp Kabila et le camp Tshisekedi, avec Cash FCC. En principe, étant tous de la social-démocratie, nous devrions cohabiter. Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Parce que les individus se disant « Ah, ce petit gars, c'est un malamu. Ah, on a des pion kuna photo baby c'est là. »
Pourquoi? Parce qu'on veut de la coalition. Et lorsque vous êtes dans cette logique-là, dans un pays comme le nôtre, lorsque les présidents de la République n'ont pas la majorité, bienvenue le conflit. Et vous devez avoir une majorité qui va dans votre sens. Si vous ne l'avez pas, vous ne gérerez pas. Nous avons vu comment Tshisekedi était en difficulté de pouvoir gérer. Et celui qui gère au quotidien doit répondre aux attentes de la population. Nous avons vu même comment certains ministres ont manqué du respect au chef de l'exécutif. Il a dit, et d'ailleurs c'est la meilleure constitution, où lorsque vous avez, il a pris le cas de Kabila, et il a pris le camp de Kabila, un très mauvais exemple que vous avez pris, en disant que Matata Mponyo était le premier ministre, il devait ceci, il devait cela. Mais si Matata Mponyo pouvait gérer, c'était en violation même de la Constitution. Parce que, rappelez-vous, que les décisions de la République sont prises par le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est composé de l'exécutif et du gouvernement. Mais curieusement, Matata nous a inventé un monstre avec lequel il avait géré la République. C'était la Troïka stratégique, qui en lieu et place... Excusez-moi s'il vous plaît, il a pris 10 minutes. Non. Il a pris 10 minutes, je comptais, et c'était affiché de l'autre côté là-bas. Et donc, allant dans cette logique-là, il y avait déjà un problème. Pourquoi? Parce que Kabila était préoccupé à autre chose et non pas à la République. Il ne convoquait pas des conseils des ministres. C'est-à-dire qu'il n'était pas préoccupé des attentes de la population, il était ailleurs. Et Matata Mponyo gérait la République selon son bon vouloir. Merci. Parce qu'il n'avait pas l'évolution de chaque situation au Conseil des ministres et qu'il devait le faire librement. Je chute en disant ceci. Je chute, laissez-moi chuter s'il vous plaît. Je vois comment vous me regardez avec cet air-là, ne me menacez pas avec votre regard. Et donc, oui, je sais. Là, il me menaçait avec son regard, maintenant il me menace avec son ton. Il dit l'heure, c'est l'heure. Donc, pour m'intimider, ça ne marchera pas. Et donc, je voudrais encore dire ceci. À Doha, c'est la continuité de ce que nous avions déjà. Parce qu'il l'a dit, je ne veux pas le répéter, il faille à ce que, j'ai suivi la vidéo sur Massaboulos, mais j'ai trouvé qu'il n'y a rien de nouveau. Parce qu'il a rappelé ces deux victoires avec Doha. Il a rappelé d'abord l'accord de principe, et par de suite, il a rappelé aussi l'entente... Change des réfugiés politiques. Non. Il a rappelé le deuxième texte qui avait été signé. Et donc, pour dire la déclaration commune. Des principes. La déclaration des principes. Et donc, nous restons dans cette logique-là pour l'aboutissement de tout ce qui va s'en suivre. Monsieur Jean-Lève Congolo, rapidement, la question de Boulos, de Doha, des pièces de puzzle. Okay. Comment vous comprenez ça? D'abord, je reviens sur deux éléments importants. Il a parlé du premier régime que nous avons reçu, la Première République. On nous a donné une copie conforme du système politique belge qui ne répondait pas non plus aux réalités congolaises. Voilà pourquoi, en moins d'un mois, il y a eu déjà conflit entre le président de la République et le Premier ministre Lumumba. Voyez-vous, c'était une copie conforme du régime parlementaire belge qui ne pouvait pas corroborer avec le Congo. Pourquoi? Parce que dans le soubassement de tout régime, il y a une culture politique appropriée. Il y a une culture politique que nous n'avions pas. Et ils ont pris cette copie conforme, n'est-ce pas, de la Constitution belge. Ils l'ont donnée et avec des objectifs précis qui ne vont pas s'entendre et qui vont créer des conflits. Et la Belgique avait prévu ça en donnant cette loi-là. Deuxièmement, Mobutu n'a pas donné un régime présidentiel, c'est un régime présidentialiste. Ce n'était pas un régime présidentiel, c'est un régime présidentialiste. Je voudrais que les gens comprennent ça. C'est une déviation du régime présidentiel. Ça veut dire c'est une dictature. C'est une dictature. Tout simplement, ce n'est pas à comparer à la norme présidentielle. La norme présidentielle, ce sont des choses différentes. On revient à Doha. Je crois que j'ai comme l'impression que notre ami Boulos semble pénétrer les réalités de la guerre de l'Est. Et peut-être, il a compris que la racine n'était pas aussi courte comme il le pensait. Elle est trop longue. Oui. Parce que nous, on a fait la politique de l'ennemi unique. Le Rwanda, n'est-ce pas? Ça, c'est le principe de l'ennemi unique. Mais nous savons que ceux qui nous agressent, ce n'est pas seulement le Rwanda. Il y a les parrains du Rwanda. Il y a les multinationales qui sont dedans. Et ces multinationales sont des bras séculiers des puissances.
vous avez Samsung, vous avez tout ce monde là-bas. Ce sont des bras séculiers des grandes puissances. Vous avez la France et dedans, vous avez le Luxembourg avec cette entreprise qui fait la vente des minéraux de l'Est. Vous comprenez? Donc, ils ont compris que toutes ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les grandes puissances qui gèrent la communauté internationale, sont impliquées dans la mafia à l'est de la République. Tout le monde est impliqué en RDC, où vous avez plus de 500 milliards de dollars qui quittent le Congo chaque année pour alimenter les marchés mondiaux. C'est eux qui soutiennent le M23. Vous dites? Cette mafia-là, c'est elle qui soutient le M23. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Ça se tient M23 à travers le Rwanda. C'est connu. Ça, ce n'est pas une mécanique. Il n'y a pas de dessin pour comprendre ça. 51 millions de dollars ici. D'accord. Justement, donc c'est très clair. Donc je voudrais dire ceci, qu'il a compris. Et moi, ma crainte, moi Joseph, ma crainte, c'est que ces gens qui ne soient pas aspirés par la mafiosie internationale de l'Est. Je crains. Parce que je sens comme si, même dans le langage, dans l'engagement, je sens comme s'il y a un recul, même dans sa façon de parler. Je sens comme s'il y a un recul. Il y a un recul dans l'engagement qu'ils avaient au début. Et vous avez suivi le président de la République. Vous avez suivi... La contradiction entre le président de la République et Donald Trump. Tout ça, ça montre qu'il y a une sorte de recul par rapport à l'engagement de départ. Et ma crainte, moi, là c'est moi, je crains qu'il ne soit aspiré par les milliards de cette mafia de l'Est, où vous avez des grands de ce monde. Quand vous parlez de Clinton... On a chanté le parrainage de Trump, on a chanté le parrainage des États-Unis comme étant le dernier verrou qui pousserait le Rwanda à se retirer. La politique, elle est dynamique. Bon, justement, voilà le mot. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'une dynamique. Dynamique. Absolument. Attention. Je parle des milliards. Il y a une dynamique qui peut glisser. T'as dit quoi? Trump aussi? Qui peut glisser. Attention, il y a une dynamique qui peut glisser. Ça peut glisser. Et moi, je crois que si c'est Doha qui est la dernière pièce, je voudrais, personnellement, que si Doha ne réussit pas, que le président de la République arrive à exécuter ce que M. Boutros a dit, c'est tout simplement d'aller dans la violence brute. Ouais. Ça veut dire... Il faut faire la guerre. Vous savez, le Rwanda là, même tout ce qu'on raconte dans le monde, faire la guerre. On peut l'atteindre en une demi-nuit. De minuit à 5 heures du matin, le Rwanda reste en feu. Ça, je vous l'ai dit. Effectivement, nous sommes dans un principe, nous sommes dans une démarche de la communauté internationale. Nous voulons arriver au bout du processus. Et moi, je suis convaincu que Félix, qui a commencé cette affaire, qui l'a amené à un niveau très élevé, il ne quittera pas le pouvoir en 2028 sans terminer cette guerre, par la violence ou non. Il l'avait promis au premier mandat. Par la violence ou non. Qui finira absolument. Cette insécurité. Il se sentira président de la République que lorsqu'il aurait résolu la situation de l'Est. Ce qui veut dire que nous pouvons aussi changer de constitution. Il est là, il ne se sent pas encore président jusqu'à ce qu'il se sente président de la République. Attendez. C'est possible. Cette guerre, elle est là depuis bien longtemps. Non, mais il faut que quelqu'un arrive à mettre fin à cette guerre. Avant même. C'est pas 2022. Attention, vous prêtez le flanc. Vous prêtez le flanc aux autres. Je parle de la reprise des hostilités. Ce n'est même pas en 2022, c'est en 2021. 2021, 2022. 2021 et alors, les choses... Depuis maintenant, même 2021, depuis maintenant, là, ça fait 4 ans que les choses ont repris. Tout à fait. Et alors, tout à fait. On s'est battu. Et l'option militaire. Vous avez commencé à travailler. Vous avez commencé à travailler. Ça fait combien d'années? Est-ce qu'on a réussi? Vous avez commencé à travailler. Ça fait combien d'années? Travailler comment? Devenir professionnel comme vous le faites là. Après les études, ça fait combien d'années maintenant? Non mais attendez. Non, attendez. Répondez-moi s'il vous plaît. Ça serait intéressant la suite. Vous n'allez pas me comparer. Non. S'il vous plaît. C'est important. Donnez-moi un chiffre. 10 ans, ça fait 10 ans. Mais vous venez de vous marier à peine il y a une année. Ce qui veut dire que vous avez pris le temps de vous préparer. Et lorsqu'on veut faire la guerre, il faut s'assurer d'avoir une armée à la hauteur de ce que vous voulez. Et aujourd'hui, mais la vie c'est comme ça. Je ne pense pas que vous ayez épousé votre épouse immédiatement quand vous l'aviez rencontrée. Vous avez commencé par une promesse de mariage, vous vous êtes préparé pour aller à ces mariages-là. Et donc, nous allons faire la guerre. Et d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, que je suis partisan de la guerre contre le Rwanda, je suis partisan de la guerre contre le M23, AFC et autres. Merci bien, Maître Mpinda Richard, Maître Samuel Kongo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Monsieur Joseph Nkongolo. Merci à l'équipe qui nous a permis de faire cette émission. Elle est ouverte à tout le monde. Vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est cela la beauté de la démocratie, la confrontation des idées. Portez-vous bien et bon début de semaine.